Bonjour à tous pour ce 5e webinaire du cycle annuel du programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Le thème du jour concerne la diversité des leviers financiers. Alors pour ceux qui n'ont pas encore suivi nos webinaires, il ne devrait pas y en avoir beaucoup, mais quand même, de rappeler que face à la transformation et à la complexité de transformation que l'on connaît tous aujourd'hui, c'est l'ensemble des organisations, qu'elles soient publiques et privées, qui sont questionnées et qui questionnent leurs modèles socio-économiques. Cette question des modèles socio-économiques a fait l'objet d'un cheminement collectif depuis plus de 10 ans, et notamment sur la question des modèles socio-économiques d'intérêt général, ce cheminement a été capitalisé. C'est pour ça que le Rameau, avec ses partenaires, que sont le ministère de l'Éducation nationale en charge de la vie associative, la Fondation Total, la Croix-Rouge française et la Banque des territoires, ont souhaité lancer un programme sur la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général qui répond à 3 objectifs. Tout d'abord, de partager une culture commune sur la diversité des modèles. Et donc, à partir de cette culture, de cette sensibilisation, c'est d'avoir un langage commun et de pouvoir aussi permettre à chacun de pouvoir se repérer et de se positionner parmi cette diversité de modèles. Et puis, le 3e objectif, c'est finalement, quand on parle de modèles socio-économiques, c'est un sujet qui est relativement complexe. Et donc, c'est de pouvoir apprendre collectivement à piloter cette complexité. Ce programme annuel, il est rythmé par une série de webinaires qui ont lieu tous les 3e jeudis de chaque mois, et ça dure un an. Donc, vous avez à l'écran tout le cycle annuel sur les modèles socio-économiques. On a commencé en octobre 2020, on se terminera donc en octobre 2021. Les 3 premiers webinaires de 2020 nous ont permis de comprendre les grands fondamentaux des modèles socio-économiques, et on va en reparler d'ici quelques minutes. Et puis, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mars, on va pouvoir éclairer les 3 piliers d'un modèle socio-économique. En janvier, on a vu la diversité des richesses humaines. Aujourd'hui, on s'attache donc au levier financier. Et le mois prochain, on s'attachera à la diversité des alliances stratégiques. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose tout d'abord de revoir finalement notre cheminement, notamment en 2020, de revoir les fondamentaux qu'on a vus lors des 3 premiers webinaires. Et puis, bien sûr, on va voir au cœur de notre webinaire quels sont ces leviers financiers, quelle est la diversité de ces leviers financiers. Et on a la chance avec nous d'avoir 4 grands témoins. On a avec nous la NICA, la direction en charge du développement de la vie associative du ministère de l'Éducation nationale. On a Paris Initiative Entreprise et AG2R Le Mondial qui représentera et qui illustrera le fonds I. Et puis bien sûr, pour terminer, comme d'habitude, on reverra ce que l'on peut trouver dans notre programme Reconnaissance des modèles socio-économiques. Alors, sans plus attendre, on vous propose de revoir les fondations qu'on a évoquées lors de nos 3 premiers webinaires de 2020 pour repositionner ce qu'est un modèle socio-économique, et ça nous permettra ensuite d'ouvrir sur les leviers financiers. Bonjour à tous, très heureux de pouvoir vous présenter le module pédagogique, modèle socio-économique, pourquoi, comment. Rappelons d'abord que cette notion de modèle socio-économique est une définition multifacette qui peut appeler une diversité de définitions, et nous avons retenu, pour être le plus simple possible, le sens propre du mot économie, c'est-à-dire l'équilibre de la maison. Et nous avons, au cours d'une décennie de travaux, pu qualifier quels étaient les 3 piliers structurels sur lesquels tout équilibre de la maison, qu'il soit familial, qu'il soit au sein des organisations, publiques ou privées, ou plus largement au sein d'un écosystème, nos territoires, notre pays, la planète, finalement repose systématiquement sur 3 piliers. Les richesses humaines qui sont mobilisées pour pouvoir agir au service de la maison. Le deuxième, ce sont les financements qui donnent l'énergie économique suffisante pour pouvoir agir, investir et faire fonctionner la maison. Et puis les alliances. Comment notre maison s'articule avec les autres maisons et comment nous pouvons finalement trouver un équilibre, une place dans l'écosystème dans lequel nous évoluons, que cet écosystème soit encore une fois la famille, notre quartier, notre ville, notre pays où nous sommes. Et il est très important de comprendre que l'équilibre de la maison aujourd'hui a été bouleversé. Pas simplement par la Covid-19 qui bien évidemment a bouleversé structurellement toutes nos maisons, qu'elles soient à titre individuel ou collectif, mais aussi parce que les défis de transformation auxquels nous sommes
amenés aujourd'hui pour prendre compte des changements économiques, sociaux, environnementaux, sociétaux, fait en sorte que toute maison doit se re-questionner sur son équilibre. Et d'un point de vue mondial, cet nouvel équilibre a été défini en 2015 à travers les objectifs de développement durable, qui invitent bien chacun à se re-questionner sur sa capacité à contribuer à la maison commune pour pouvoir finalement agir au service de l'intérêt général. C'est dans ce cadre que le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général a été construit pour pouvoir permettre à chacun à la fois de partager une culture commune de cette notion de modèle socio-économique dans la réalité concrète des organisations, de la diversité des organisations, pour comprendre dans les faits, dans les actes sur le terrain, qu'est-ce qu'un modèle socio-économique et comment on le pilote. Le deuxième, c'est pour pouvoir se positionner, se repérer dans l'écosystème dans lequel on est. Que l'on soit l'État, une collectivité territoriale, une entreprise, un service financier, une association, un service public, ça ne relève pas des mêmes modèles socio-économiques. Et donc, comprendre l'ensemble des modèles socio-économiques pour savoir quel est le sien et comment il se positionne au regard des autres modèles est le deuxième objectif de ce programme. Et le troisième, c'est d'apprendre à piloter la complexité de ces modèles. De plus en plus, ces modèles s'hybrident, que ce soit sur les richesses humaines, que ce soit sur les leviers financiers, que ce soit au niveau des alliances qui deviennent de plus en plus stratégiques. Et encore une fois, la Covid-19 a montré une fois encore à quel point il est urgent de pouvoir hybrider nos modèles, sans les confondre. Parce que c'est bien parce qu'ils sont différents et qu'il n'y a pas un modèle qui serait plus vertueux ou plus efficace ou plus utile que les autres, que nous devons ensemble trouver la façon de les articuler pour pouvoir avoir un équilibre de la maison, de notre maison commune, qui soit le plus pertinent possible. C'est l'enjeu majeur de ce programme sur la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Pourquoi l'avoir fait d'ailleurs sur ces modèles d'intérêt général? Tout simplement parce que ce sont les plus complexes et les plus hybridés par nature, que ce soit au niveau des richesses humaines, que ce soit au niveau des leviers financiers ou que ce soit au niveau des alliances. Et c'est bien parce que les structures d'intérêt général ont une spécificité, une complexité pour pérenniser leur action, qu'elles ont droit d'utiliser un levier beaucoup plus important que les autres. Alors pour répondre à ces trois objectifs, nous avons mis en place depuis octobre 2020 un cycle de webinaires mensuels, tous les troisièmes jeudis du mois, qui, au cours de 12 étapes, va nous permettre de pouvoir avoir un rythme qui nous permet de partager les connaissances acquises depuis plus d'une décennie et de les mettre en débat pour aider chaque organisation, chaque territoire, chaque dynamique finalement à pouvoir se nourrir des résultats des autres. Ce cycle de webinaires mensuels nous a déjà offert 3 temps qui nous permettent de pouvoir faire un temps de pause. Temps de pause pour regarder comment nous avons appréhendé la question de comment comprendre le modèle socio-économique. Nous y avons observé 3 prismes d'action. On peut le prendre par le territoire, c'est-à-dire par le besoin d'intérêt général. Et en prenant l'exemple de la région Pays de la Loire, nous avons vu comment est-ce que cette région peut mobiliser des richesses humaines différentes, comment est-ce qu'elle peut mobiliser des financements différents et comment est-ce qu'elle peut mobiliser des alliances différentes. Ce fut le sujet de notre premier webinaire. Notre deuxième webinaire est apporté par la personne. Finalement, si je suis, moi, intéressé par la question des modèles socio-économiques, comment je peux me former, m'informer, agir, et finalement, comment appréhender, pour ma propre compréhension, cette question du modèle socio-économique, indispensable, bien évidemment, lorsque je suis dans une organisation en fonction de la décision que je dois prendre sur ce sujet-là. Le troisième webinaire que nous avons abordé a été celui par le prisme de l'organisation. Si je dois transformer mon modèle socio-économique, si je dois comprendre mon modèle socio-économique, finalement, comment je l'appréhende? Comment je conduis le changement qui peut être nécessaire pour pouvoir trouver l'équilibre de la maison qui correspond à mon projet, à qui je suis et surtout à ce que je veux faire dans le futur en fonction de mon ambition pour développer l'intérêt général. Donc on voit bien
que pour appréhender cette notion de modèle socio-économique, on peut l'appréhender par la dimension collective, comment s'intègre cette dimension d'intérêt général sur un territoire en fonction des besoins et comment mobiliser les énergies nécessaires pour répondre à ces besoins, peut se poser sur la question de la compétence d'une personne. Finalement, si je suis en responsabilité, en charge d'un modèle socio-économique, comment j'appréhende cette question? Et le troisième angle, si je suis une organisation, à la tête d'une organisation, finalement, comment piloter la sécurisation de la pérennité de ma structure, autrement dit de l'équilibre de la maison dans le temps, et aujourd'hui bien évidemment en fonction non seulement de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, mais plus structurellement des transformations demandées dans le cadre de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Toute organisation publique et privée se doit d'avoir cette réflexion-là. C'est bien ces triples aspects qui nous a permis de pouvoir faire un module pédagogique pour pouvoir partager cette dynamique de modèle socio-économique, pourquoi, comment, au travers de 4 questions auxquelles le module répond. Qu'est-ce qu'un modèle socio-économique? Quelles sont les spécificités des modèles socio-économiques d'intérêt général? C'est là où nous rappelons que c'est le plus complexe, donc toujours intéressant d'étudier en priorité le plus complexe pour comprendre aussi les plus simples. Comment piloter la transformation nécessaire lorsque je suis en responsabilité dans une organisation? Et puis quels sont l'ensemble des outils pour agir? Et donc, nous vous invitons chaleureusement, bien évidemment, à regarder ce module pédagogique, modèle socio-économique, pourquoi, comment, qui vient d'être constitué pour justement être une forme de synthèse de la première étape, des 3 premières escales de notre cheminement à la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Nous vous souhaitons une bonne vision de ce module et surtout nous vous invitons à continuer à cheminer autour des escales tous les 3e jeudis du mois avec nous pour redécouvrir en permanence la richesse de la variété de ces modèles socio-économiques d'intérêt général. Merci. Alors, effectivement, on vient de le voir, l'enjeu d'avoir une culture partagée de ces questions des modèles socio-économiques, c'est bien de permettre un dialogue serein en fonction de la position et du positionnement de chacun. Et ça nous invite aussi à nous poser la question de la juste responsabilité de chacun, finalement. Quelle est celle des institutions, des organisations et des personnes? Eh bien, il nous semble, et c'est tout le sens de ce cheminement commun durant un an, que concernant les institutions, c'est la question de piloter les changements par la question d'intérêt général. Et pour ceux qui sont intéressés, nous vous invitons à revoir le carnet de voyage à la redécouverte de l'intérêt général qui a été remis au CESE, à l'Assemblée nationale et au commissariat au plan le 12 janvier dernier. Concernant les organisations, c'est bien évidemment l'enjeu de s'approprier, de s'engager dans l'agenda 2030 pour vous repérer toute une série de publications qui ont été faites entre 2019 et 2020 sur cette capacité des organisations, l'état des lieux aujourd'hui, où en sont les organisations dans leur engagement sur l'agenda 2030. Et puis les personnes, nous y tenons, il revient à chacun d'entre nous de comprendre l'équilibre de la maison, et c'est pour ça que effectivement ces webinaires, ne sont pas faits simplement pour les institutions et les organisations, mais aussi pour chacun d'entre nous pour se repositionner par rapport à quel est ce fameux équilibre de la maison, que la maison soit ma propre maison, ma propre familiale, l'organisation auquel j'appartiens, le pays auquel j'appartiens ou la planète. Et donc, cette dimension de juste part pour pouvoir agir ensemble est au cœur, bien évidemment, de cette réflexion sur les modèles socio-économiques d'intérêt général. Mais nous sommes impatients de voir quelle est la diversité des leviers qui peuvent être actionnés. Merci Charles Benoît. Alors effectivement, le cœur du jour, c'est la diversité des leviers financiers. Alors, avant de donner la parole à nos témoins, juste de rappeler, vous l'avez bien compris, hein, à la fois dans le webinaire et puis dans tout ce qu'on vient de se dire, c'est que le modèle socio-économique repose sur 3 piliers complémentaires. Les richesses humaines, c'est-à-dire l'ensemble des compétences qui peuvent être mobilisées, on l'a vu le mois dernier.
De l'autre côté, les alliances, c'est-à-dire l'ensemble des synergies que vous pouvez développer pour développer donc, votre projet. Et puis, le nerf de la guerre, ce sont les financements. Et on va voir qu'il existe une diversité de leviers financiers qui peuvent être activés au service du projet d'intérêt général. Alors, quels sont ces leviers à activer? Dans le schéma qui vous est présenté, vous avez deux natures de leviers. Ceux qui vont permettre de réduire les coûts, comment on mutualise les moyens, comment on peut éviter les coûts, comment optimiser. Et puis, bien sûr, tous les leviers qui vont permettre de développer les ressources. Parmi ces leviers, on y retrouve les cotisations, les financements publics, et là, on est sur la subvention publique. On y retrouve également les revenus d'activité, dans lequel vous avez à la fois la commande publique, mais également la contribution des usagers, et ce qu'on appelle la diversification de fonds privés, dans lequel vous retrouvez à la fois l'accès aux fonds solidaires, des partenariats avec les acteurs économiques et des logiques de dons vis-à-vis de grands donateurs, les legs et vis-à-vis de la générosité du public. Donc, vous avez là une diversité de leviers. Ils sont tous complémentaires et donc à articuler en fonction de votre propre modèle. C'est bien ça, quand on parle d'hybridation des leviers financiers, c'est pouvoir justement équilibrer, trouver le bon équilibre entre cette diversité de leviers. Alors, avant d'aller plus loin, juste pour rappeler quelques repères qui nous paraissent importants. Ce qu'on a rappelé, c'est que les 4 grandes natures de leviers financiers, les cotisations, les subventions publiques, les revenus d'activité et la diversification des fonds privés. Et vous voyez donc le potentiel de chacun de ces leviers. Cotisations et diversification des fonds privés, on voit depuis 2006 qu'ils sont relativement stables, 9% de cotisations dans le budget associatif, 5% s'agissant des fonds privés. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir que là où il y a le plus d'évolution, c'est à la fois sur la subvention publique qui diminue, puisque dans le budget associatif actuel, ça représente 20%, alors qu'en 2006, c'était à 34%. Et les revenus d'activité qui ont extrêmement augmenté depuis 2006. Aujourd'hui, 66% du budget associatif est représenté par ces revenus d'activité, dans lequel on retrouve 24% de commandes publiques, alors qu'en 2006, on était à 17%. Et 42% de participation des usagers, alors qu'on était à 32% en 2006. Donc, des leviers qui ont un potentiel inégal. Juste aussi à rappeler un point qui est très important, c'est la stabilité dont on parle, ou l'augmentation ou la baisse, et par rapport non pas à une logique relative, mais aussi absolue. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que le secteur d'intérêt général, dont il est question ici, représentait 70 milliards dans les années 2006, alors qu'il en est à 113 milliards aujourd'hui. Donc, on voit bien effectivement que même s'il y a une augmentation de tel ou tel revenu ou telle logique, c'est bien par rapport aux autres qu'il faut bien repositionner, et ces notes, notamment, sont bien en fonction, bien évidemment, du poids global que peut représenter pour l'ensemble du secteur ces différentes contributions. Merci Charles-Benoît. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a souhaité aborder 4 sujets. Tout d'abord, de voir l'évolution de la philanthropie, et notamment le mécénat ces dernières années, de comprendre les financements publics et notamment ce que fait l'État donc dans le contexte actuel pour les associations, de comprendre comment ces outils de financement peuvent être mobilisés, quelles en sont les conditions, et puis on terminera aussi sur un éclairage sur l'investissement sociétal, comment les investisseurs sociétaux se mobilisent au service d'un projet général. Donc, 4 sujets qui vont être passionnants, parce qu'on a des acteurs qui sont passionnants avec nous. Alors, sans plus attendre, je me retourne vers vous, Marion Baudin. Vous êtes responsable promotion du mécénat et du développement régional au sein de l'Amicale. Est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage donc, sur la philanthropie, plus particulièrement sur le mécénat? Et vous avez la main sur les slides. Super, merci beaucoup. Merci déjà au Rameau de me donner l'opportunité d'intervenir. Donc très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Admicale, c'est une association reconnue d'utilité publique qui est un réseau d'entreprises et d'entrepreneurs mécènes qui a 2 missions principales. La première mission, c'est de donner l'envie à des nouveaux chefs d'entreprise de se lancer dans le mécénat, et la deuxième mission, c'est de leur donner les moyens en accompagnant à la fois des entreprises et des porteurs de projets pour leur stratégie de mécénat. Et on a une 3e mission qui chapeaute tout ça, qui est une mission de représentation du secteur du mécénat auprès des pouvoirs publics. Alors, très rapidement, comme on est un observateur du secteur, je voudrais vous présenter un baromètre qu'on fait tous les 2 ans, justement pour mesurer l'évolution du mécénat en France. Donc, c'est le mécénat d'entreprise qu'on mesure. Et donc, ce dernier baromètre, il est sorti en décembre 2020.
Et il porte notamment sur plusieurs sources. Donc, la méthodologie de l'enquête, je la présente très brièvement. On a 2 sources d'informations principales. La première, c'est les chiffres que nous donne le ministère de l'économie et des finances, donc Bercy. Et donc ça, c'est des chiffres sur le taux d'entreprises qui déclarent leurs dons. Et c'est par contre des chiffres qui datent de 2018. On n'a pas pu avoir des chiffres plus récents. Mais pour compléter ces chiffres de Bercy, on réalise une étude avec un centre de sondage qui est l'Institut IFOP. Cette année, ils ont réalisé une enquête auprès de plus de 1400 entreprises pour mieux connaître les pratiques de ces entreprises mécènes en France. Alors, je vais vous livrer les grandes conclusions, sachant que vous pouvez tout à fait retrouver toute l'étude complète sur le site d'Admical. Et il y a des modules complémentaires sur le mécénat dans le milieu de la culture, le mécénat dans le milieu du sport, le mécénat de compétences et le mécénat dans les territoires, mais je ne pourrais pas vous présenter tout aujourd'hui. Alors, l'évolution du mécénat en France. Donc déjà, les chiffres de Bercy nous montrent que le mécénat évolue bien depuis les années 2010. On voit qu'il y a une courbe très progressive et positive depuis plus de 10 ans. Donc là, on voit qu'il y a 96 000 entreprises qui ont déclaré des dons sous forme de mécénat en 2018. Et donc nous, comme Admical, comme on sait qu'il y a aussi énormément d'entreprises qui ne déclarent pas leurs dons, on a fait une estimation. Et donc, on estime qu'il y a le budget du mécénat est compris entre 3 et 3,6 milliards d'euros et qu'il y a environ 9% d'entreprises qui sont mécènes en France. Alors, qui sont ces entreprises mécènes? Évidemment, ces entreprises mécènes, ce sont pour la majorité des TPE et des PME, puisque l'immense majorité du tissu d'entreprises français, ce sont des TPE et PME. Mais si on regarde qui porte le budget mécénat en France, évidemment, ce sont les grandes entreprises, puisque parmi l'ensemble des mécènes en France, il y a seulement 0,3% de grandes entreprises, mais ce sont elles qui portent 53% du budget du mécénat en France. Donc voilà, les grandes entreprises restent les locomotives du mécénat en France, mais on voit que les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, les PME et les TPE s'emparent de plus en plus de ce sujet. Là, on peut voir sur ce profil, sur ce graphique-là, il y a seulement 3,3% de TPE qui déclarent des dons en France et qui font du mécénat. Pour les PME, ça progresse. On est à 22% d'entreprises de PME qui font du mécénat. Les ETI, on est presque à 50%, 46%. Et pour les grandes entreprises, pour le coup, c'est vraiment une pratique qui est très ancrée dans ce qu'elles font. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans chacune de ces catégories d'entreprises, ça progresse. Et donc, voilà, les entreprises font de plus en plus de mécénat en France. Alors, le don médian, très rapidement, on voit que ça varie. Évidemment, c'est en fonction de la taille de l'entreprise. On voit bien que pour une TPE, c'est de quelques centaines d'euros. Pour une grande entreprise, ça peut aller à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même des millions. Donc, voilà, ça varie évidemment en fonction de la taille de l'entreprise. Alors, quelques mots sur les pratiques de ces entreprises mécènes en France. D'abord, on peut voir que sur les 1400 entreprises qu'on a interrogées, il y en avait à peu près 28% qui faisaient aussi du sponsoring. Et donc, on voit qu'il y a une relation assez importante entre les entreprises qui font du mécénat et du sponsoring, puisque les entreprises qui étaient mécènes, elles sont 60% à faire aussi du sponsoring. Donc, il y a une relation étroite et il y a une dimension d'engagement sociétal qui est assez forte pour ces entreprises-là. On constate la même chose pour les entreprises qui ont formalisé une politique de développement durable, de RSE. Parmi les entreprises qu'on a interrogées, elles ont été 23% à nous dire qu'elles avaient formalisé des engagements RSE. Et parmi les entreprises mécènes, c'est 51% d'entre elles qui ont aussi fait cette démarche RSE ou développement durable. Donc, on voit qu'il y a cette relation étroite entre tous ces secteurs, mécénat, sponsoring et RSE. Alors, les entreprises mécènes, comment elles pratiquent leur mécénat? Il y a plusieurs façons. Il y a la régie directe. Ça, c'est quand une entreprise fait des dons directement à une association. Mais il y a aussi la régie indirecte. C'est quand on passe par une fondation ou un fonds de dotation, en tout cas un véhicule juridique dédié. Et on se rend compte que le fait de passer par une fondation ou une structure dédiée, c'est plus l'apanage des grandes entreprises, puisqu'il y a quand même 48% des entreprises qui font leur mécénat via un véhicule dédié ou en régie directe. Donc, même les PME s'approprient cette pratique de créer des fondations. C'est assez intéressant de voir que ça se structure de plus en plus. Le mécénat est vraiment de plus en plus formalisé et structuré.
Alors, dans les champs que les mécènes soutiennent le plus, on peut voir que c'est surtout le domaine du social qui pèse à 22% du budget total du mécénat en France, alors que la culture et le patrimoine pèsent à 18%. Évidemment, la culture est un secteur traditionnellement très prisé des mécènes. Et puis, l'éducation arrive en dessous, avec 15% du budget du mécénat, suivi par le sport qui fait aussi une belle progression dans ce dernier baromètre. Voilà, donc vous pourrez voir le détail ensuite dans l'étude complète. On voit qu'il y a une différence aussi entre le budget mécénat et puis le nombre d'entreprises qui choisissent des secteurs. Par exemple, c'est assez flagrant sur le sport. On voit qu'il y a 56% des mécènes qui choisissent de soutenir le sport, mais que ça ne pèse qu'à 15% du budget. Donc, on voit bien que finalement, on peut penser que c'est plus de nombreuses entreprises qui choisissent le sport, mais pour des montants assez faibles. Donc, on peut voir qu'il y a des différences assez flagrantes dans certains secteurs. Je vous laisserai le découvrir un peu plus en détail. Et puis, on voit aussi que ces domaines, ils sont très différents en fonction de la taille d'entreprise. Voilà, comme je vous le disais, pour une PME, on voit que le sport se détache nettement avec la culture et la santé aussi. Pour une ETI, c'est plutôt le social et la santé, ou voilà, la culture et le sport qui sont assez prisés. Et puis pour les grandes entreprises, c'est plutôt assez équilibré. Elles s'investissent sur beaucoup de domaines à la fois. Voilà, donc des domaines qui sont variés et qui dépendent de la taille de l'entreprise. Un chiffre intéressant, c'est que donc on voit quand même que les mécènes, ils vont financer d'abord des structures privées, donc plutôt des structures associatives en général, mais les structures publiques deviennent aussi des destinataires du mécénat, donc des collectivités. On sent qu'il y a des collectivités, notamment locales, qui se lancent de plus en plus dans le mécénat. Un chiffre aussi intéressant, c'est évidemment sur la façon de faire du mécénat. Évidemment, le mécénat financier, ça reste la source, la façon principale qu'utilisent les mécènes pour soutenir les bénéficiaires. Mais on voit que le mécénat de compétences et le mécénat en nature progressent aussi. Donc, le mécénat de compétences, c'est quand on met un salarié à disposition d'une association ou d'une structure d'intérêt général sur son temps de travail. Et puis, le mécénat en nature, c'est quand on fait des dons en nature, alimentaires ou autres. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent de penser que voilà, il y a le mécénat financier, mais il n'y a pas que le mécénat financier. Vous pouvez aussi aller voir des mécènes en leur demandant autre chose que des dons financiers. Ça peut être vraiment du mécénat en nature ou en compétences en fonction de vos besoins. Un chiffre qui sera sûrement intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment que les mécènes décident de soutenir surtout des actions locales ou des projets ou des structures qui sont à côté de chez eux. C'est vraiment quelque chose qu'on constate de plus en plus. Les mécènes ont besoin de voir concrètement ce qu'ils soutiennent et de sentir qu'ils agissent sur leur territoire. L'ancrage local est quelque chose de très important. Donc, c'est vrai qu'il faut penser à aller voir les entreprises qui sont souvent à côté de chez soi. Voilà, et puis juste, on voit aussi que le mécénat se structure de plus en plus, puisque 25% des entreprises qu'on a interrogées nous disent qu'elles font un suivi et qu'elles formalisent, qu'elles font notamment une mesure d'impact sur à quoi servent l'argent ou les dons qu'elles ont fait aux structures qu'elles ont soutenues. Quelque chose qui nous tient à cœur aussi, c'est l'approche collective. C'est vrai que les mécènes maintenant sont de plus en plus tournés vers l'approche collaborative et ils parlent beaucoup entre eux pour voir comment mutualiser leurs moyens, mutualiser leur réseau pour essayer d'agir et d'avoir un impact supplémentaire à plusieurs. Donc, l'impact collectif se développe beaucoup. Un mot très rapide et puis après je conclurai sur les motivations des mécènes. Alors c'est vrai qu'on leur demande à ces mécènes pourquoi ils souhaitent agir. Alors ce qui revient le plus souvent, c'est donc de contribuer à l'intérêt général. C'est vraiment le moteur principal des entreprises mécènes. Il y a aussi incarner, exprimer les valeurs de l'entreprise et puis soutenir l'innovation sociale qui revient très souvent. Même s'il y a aussi d'autres moteurs comme valoriser l'image et la réputation de l'entreprise, renforcer l'ancrage local, on en a parlé, c'est vraiment quelque chose de très important, et puis créer de la cohésion. Marion, on ne vous entend plus. Voilà. Marion, on ne vous entend plus.
Cher Benoît. Oui, alors juste peut-être, malheureusement, nous avons été coupés avec l'ADMICAL et nous allons, dès que Marion pourra se reconnecter, nous allons pouvoir lui redonner la parole. Juste peut-être un mot pour dire à combien ces données sont extrêmement précieuses. Vous savez que de son côté, l'Observatoire des partenariats fait aussi des études qui donnent un éclairage sur la diversité des partenariats que peut mener une structure d'intérêt général avec les acteurs économiques. Et on retrouve des données sur le mécénat qui sont totalement en cohérence, bien évidemment, et en corrélation avec ce que Marion vient de nous présenter. Et on a aussi les données sur la partie pratique responsable. Il y avait une très juste question sur, dans le domaine du sport, est-ce qu'on ne serait pas plus dans une logique de sponsoring, donc de pratique responsable que de mécénat? Oui, il y a une petite confusion quand même sur ce sujet-là. Et bien évidemment, sur d'autres natures de partenariats qui se sont développés, que ce soit le partenariat de type coopération économique ou innovation sociétale, qui sont très complémentaires à ce que l'on va donner. Et on va pouvoir redonner la parole à Marion, parce que je crois qu'elle est à nouveau parmi nous, juste après avoir dit que nous aurons les études impact entreprise, impact association et impact fondation qui seront publiées le 12 juillet prochain à l'occasion de la 7e rencontre des pionniers des alliances en territoire. Marion, êtes-vous à nouveau avec nous pour finir votre intervention? Ah, Marion, c'est le son qui pose problème. Marion n'est pas exactement avec nous, mais nous allons faire face, comme nous savons toujours faire, dans ces éléments. De toute façon, vous retrouverez dans le support l'ensemble de la présentation que Marion avait prévu de nous faire. Et bien évidemment, on lui redonnera la parole si elle peut à nouveau se connecter. Notre prochaine intervenante, chère Élodie, et nous avons beaucoup de chance. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance parce que Morgane Moreau, qui est chargée de mission à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative au ministère de l'Éducation nationale, malheureusement, elle aussi, elle a un problème Internet, donc elle ne peut pas venir nous rejoindre. Elle en est vraiment confuse parce qu'elle nous avait préparé tout un dossier très passionnant sur les financements publics. Comme pour le support qui est là, de toute façon, son support de Morgane sera également accessible. Peut-être, et d'ailleurs, si après l'avoir vu, si vous avez des questions, on se propose de centraliser vos questions et qu'on lui transmettra également. Cher Benoît, peut-être qu'un petit mot là-dessus. Oui, peut-être juste un mot, parce qu'effectivement, vous verrez dans le document que Morgane a mis à disposition et qui sera transmis avec le replay, un document vraiment très précis et tout à fait passionnant. Il y avait aussi quelques questions sur des données plus précises. Alors, en 2019, le soutien financier de l'État au secteur associatif représentait 7,2 milliards, avec un effort significatif pour un partenariat État et association extrêmement renforcé. Plus de 80% ces montants donc de l'État correspondaient à des subventions qui représentent 6,1 milliards en 2019 et les 3/4 des subventions qui ont été constituées à un montant inférieur à 20 000 euros. Dans le dossier, vous aurez à la fois vraiment un dossier extrêmement complet sur les mesures d'aide d'urgence de droit commun qui ont été mises en place pour le secteur associatif, particulièrement d'intérêt général, par l'État. Vous aurez aussi vraiment en détail les différents éléments du plan de relance et puis, bien évidemment, une ouverture sur les autres dispositifs avec lesquels l'État est en partenariat, que ce soit les outils de financement de France Active, nous allons avoir l'intervention de PIAE dans un instant, que ce soit bien évidemment le partenariat avec la Banque des territoires, que ce soit le FDVA, l'ensemble de ces outils est vraiment particulièrement bien détaillé dans le dossier. Alors, nous regrettons sincèrement que Morgane ne soit pas avec nous pour en parler, mais merci à elle d'avoir préparé un dossier aussi qualitatif. Je crois que Marion est revenue.
Donc, nous pouvons peut-être finir le mécénat et nous reviendrons après à payer. Voilà. Donc, je refais un petit tour en arrière. N'hésitez pas, Marion. Et nous sommes bien sur l'hybridation des modèles, puisque vous voyez qu'on passe du mécénat au financement public et avant de parler des moyens d'investissement plus classiques. On en était de là, Marion. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est parfait. Je m'excuse pour cette interruption qui n'arrive pas souvent, malheureusement, mais toujours au mauvais moment. Alors, on peut faire un petit point sur l'impact de la loi mécénat et les perspectives aussi liées au Covid sur l'engagement des mécènes très rapidement, puisque donc peut-être pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une réforme du mécénat en 2019 qui a impacté à la fois les grandes et les petites entreprises. Les grandes entreprises parce qu'elles ont vu leur taux de mécénat réduit pour vraiment les très grandes entreprises qui font plus de 2 millions d'euros de dons par an. Donc, elles ont vu leur taux de mécénat réduit de 60 à 40% pour la partie qui est supérieure à 2 millions d'euros. Et puis, pour les petites entreprises, une très bonne nouvelle puisque leur possibilité de faire du mécénat a été élargie et il y a une franchise de 20 000 euros qui leur permet maintenant d'avoir accès à la réduction fiscale jusqu'à 20 000 euros de dons. Donc, sachez qu'on a demandé un peu aux entreprises mécènes dans quelle mesure elles allaient être impactées et si elles connaissaient bien ces nouvelles mesures. Donc, on voit que les mesures sont plus ou moins bien connues. Et en tout cas, elles nous ont dit que la majorité d'entre elles nous disent qu'elles vont être impactées par cette réforme sur le mécénat. Donc voilà, des pratiques un peu qui vont changer chez les entreprises mécènes. Et notamment, on espère que ça va favoriser le mécénat des plus petites entreprises. Et puis évidemment, il y a cette crise du Covid que l'on connaît tous qui impacte aussi les entreprises mécènes. Alors, évidemment, il y en a beaucoup, 60% qui nous ont dit qu'elles allaient être impactées par la crise sanitaire et 8 d'entre elles, 8 sur 10 nous disent qu'elles vont être impactées d'une façon importante. Donc, on voit quand même qu'il y a des craintes sur la façon dont les entreprises vont pouvoir continuer à s'engager. Les inquiétudes, elles sont plus fortes chez les PME parce qu'on voit que les grandes entreprises qui sont plus structurées, qui font leur mécénat sous des fondations, leurs budgets sont quand même plutôt sécurisés. On a vu qu'elles ont continué à assurer le soutien qu'elles font auprès de leurs bénéficiaires classiques pendant la crise du Covid et puis que là, elles sont en restructuration. Elles réfléchissent aussi à comment mieux faire leur stratégie de mécénat pour l'adapter aux besoins actuels. Et puis les PME, on voit qu'il y a une certaine inquiétude, bien sûr, pour celles qui ne pourraient pas ou ne pourraient plus se lancer dans le mécénat alors qu'elles auraient aimé. Et donc, il y en a 87% quand même qui nous disent qu'elles pensent que l'engagement sociétal va être ralenti par cette crise du Covid. Mais une bonne nouvelle quand même pour terminer cette présentation, il y a quand même 72% des entreprises interrogées qui nous disent qu'elles vont stabiliser leur budget mécénat. Voire même, il y en a même 10% d'entre elles qui pensent augmenter leur budget mécénat. Donc, c'est quand même rassurant. En tout cas, c'est pour cette année 2021. On espère que les mécènes vont pouvoir continuer à s'engager. En tout cas, pour l'instant, les entreprises qui faisaient du mécénat continuent de le faire. Le risque, il pèse plus sur les entreprises qui auraient pu se lancer dans le mécénat, ces fameuses 91% d'entreprises qui ne font pas encore du mécénat. Voilà, c'est possible que certaines ne puissent pas le faire puisqu'elles sont un peu préoccupées par leur survie actuellement. Mais en tout cas, pour les entreprises qui se portent plutôt bien, on sent que la crise a eu un effet déclencheur, même pour certaines petites entreprises qui ont eu envie d'agir sur leur territoire en fonction de leurs moyens. Donc voilà, on espère évidemment que toutes ces entreprises mécènes vont pouvoir continuer à soutenir des associations et des porteurs de projets d'intérêt général un peu partout sur les territoires. Je m'arrête là et puis je vous remercie pour ça et puis je m'excuse encore pour l'interruption Internet. Désolée. Merci Marion, c'était très clair et puis pas de souci pour Internet, on est tous confrontés aux mêmes problématiques. Vous verrez dans le fil des discussions, il y a eu pas mal de réactions par rapport à votre présentation, donc on a commencé à y répondre, n'hésitez pas à compléter et de toute façon à la fin on gardera quelques minutes pour continuer à répondre aux questions. Alors, du coup, je repasse, je continue. Donc, Morgane, malheureusement, n'était pas avec nous. Et donc là, maintenant, on passe avec Baptiste Guillemet, qui est consultant accompagnement et financement, référent DLA au sein de Paris Initiative Entreprise. Et Baptiste va nous présenter comment on mobilise les outils de financement. Baptiste, tu as la main sur le PowerPoint.
Ça marche. Merci beaucoup. Merci Ramo pour l'opportunité. Bonjour à toutes et tous. Donc rapidement, je vais présenter PIE. PIE, en gros, on est un acteur du financement plutôt axé sur le territoire. On a été créé en 2000 pour financer les, euh, les structures à impact social, en gros, et développer l'emploi. On finance à peu près 300 structures par an, à la fois en création, en amorçage, pardon, en développement, en changement d'échelle. PIE, le cœur de métier de PIE, du coup, c'est vraiment le financement des acteurs à impact social. Donc, on a développé un grand nombre d'outils de financement assez diversifiés qui nous permettent d'intervenir en fait en fonction des besoins, qui est le premier point qu'on va regarder, mais également en fonction de la structuration des modèles socio-économiques auxquels on fait face. Donc notre apport dans la réflexion globale sur les modèles socio-économiques, elle est vraiment sur ce lien avec le territoire, avec le terrain, et comment justement on a vu évoluer ces modèles depuis que PIE a été créé, depuis 2000. On a parlé un petit peu plus tôt de l'évolution de la baisse des subventions, du développement des ressources propres. C'est des dynamiques qu'on voit vraiment nous au quotidien et sur le long terme. Et c'est des choses qu'on analyse dans le cadre de nos interventions financières. Donc, on est membre des réseaux France Active et des réseaux Initiatives, et on développe aussi, on développe à travers ces réseaux et puis d'autres partenaires des outils de financement justement qui évoluent aussi en même temps que les modèles socio-économiques. Donc, l'objectif aussi pour un financeur comme PIE, c'est d'évoluer en même temps que ces dynamiques et de proposer des outils adaptés aux différents modèles socio-économiques. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de rester sur, nous, notre plus-value, c'est vraiment le regard terrain et de plonger un petit peu dans l'analyse qu'on fait des différentes demandes de financement qu'on a, avec ce regard, ce prisme justement des leviers de financement qui sont en fait interconnectés aussi aux autres leviers partenariaux et de ressources humaines. Pour juste terminer sur la présentation de PIE, notre cœur de métier, et elle est, en fait, ce que je vais dire, c'est assez cohérent avec l'analyse des modèles socio-économiques, c'est que notre cœur de métier, c'est de financer. Donc vraiment, nous, on est très axé sur le levier de financement, mais à travers l'expérience de PIE au fil des années, on s'est bien rendu compte qu'au-delà du levier de financement que nous, on peut activer, il y a des vrais enjeux derrière d'accompagner les structures aussi sur d'autres dimensions qui sont toutes interconnectées dans ces modèles à impact social, ces modèles d'intérêt général qui sont assez complexes. Et du coup, PIE accompagne également, au-delà du simple financement, accompagne les acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment à travers le DLA, puisqu'on porte le dispositif local d'accompagnement à Paris depuis 2017. Et le troisième métier complémentaire aux deux premiers, c'est d'orienter les porteurs de projets. Et quand je dis porteurs de projets, je parle de porteurs de projets au sens large. Donc, ça peut être à la fois des personnes qui débutent et qui veulent développer des projets d'intérêt général, comme des associations historiques et implantées depuis de nombreuses années qui ont vu leur modèle évoluer. L'enjeu, c'est de les orienter en fait par rapport à leurs besoins et par rapport aussi aux acteurs d'accompagnement qui proposent des pistes, des clés de lecture, des outils. Donc, on a lancé en 2019 une plateforme d'orientation qui s'appelle pouce.paris, que vous pouvez aller consulter, et qui est vraiment le troisième pilier de notre activité, donc financer, accompagner et orienter. Mais là, je vais vraiment me concentrer sur la partie financement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est de repartir des quatre grands leviers de financement qui ont été présentés en début de webinaire, et de voir un petit peu ce que nous, financeurs, on regarde sur ces leviers pour pouvoir juger de la capacité des structures à financer leurs projets et à financer leurs activités. Puisque chacun de ces quatre leviers de financement, font appel à des leviers qu'on doit identifier nous pour activer par exemple les cotisations, si je pars sur ce premier levier. Ce qu'on va étudier quand une structure vient nous voir,
si une part importante de son budget est financée par des cotisations, c'est quelle est sa capacité justement à développer des adhésions, à gérer une communauté, à légitimer cette cotisation-là justement auprès d'adhérents, par exemple pour notamment les modèles économiques des têtes de réseau. Donc nous, on va vraiment étudier ces leviers-là avec la structure, savoir s'ils sont bien actifs, s'ils ne peuvent pas être encore plus activés pour développer cette ressource. Si les compétences sont présentes derrière ces leviers, donc d'animation, de communauté, de stratégie de communication. Et notre objectif aussi en tant que financeur, à chaque fois qu'on intervient, on n'a pas de boule de cristal, donc on essaye de mesurer les risques et on essaye de mesurer la volatilité de ses revenus, l'incapacité à fédérer, à légitimer son action sur le long terme. On peut faire le même travail sur les 3 autres piliers. Alors, je vais essayer d'être efficace parce qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. Mais sur les subventions publiques, c'est la même logique. Il y a des leviers à activer en tant qu'acteur d'intérêt général pour aller chercher des financements en subvention publique, donc que ce soit de la subvention d'investissement pour des projets ou de la subvention d'exploitation, même pour soutenir l'activité sur le temps long. C'est la reconnaissance de l'impact, être capable de mettre en valeur, de valoriser son impact et la relation à entretenir avec des partenaires publics. Les compétences, c'est bien évidemment la veille constante sur les financements publics disponibles et qui évoluent. On le voit aujourd'hui avec le plan relance. Il y a beaucoup d'AAP qui vont sortir. Quelle est la capacité de ces structures à se positionner sur ces AAP sans compromettre leur projet associatif, leur projet d'intérêt général, mais vraiment de rentrer en cohérence entre leur projet et ces financeurs publics qui peuvent les soutenir, puisque en gros l'impact et l'enjeu est partagé, on va dire. Et les risques qu'on étudie, bien évidemment, c'est l'incertitude du financement qui est liée à beaucoup d'autres choses, notamment les contextes politiques et les durées du conventionnement ou même certains enjeux de trésorerie, puisque certains financements publics voilà, ont la caractéristique d'arriver un peu tard. Je pense notamment au financement du FSE et qui peuvent poser des questions sur la capacité de ces structures à pouvoir accueillir ces financements, puisqu'en général, il faut une trésorerie assez solide. Donc, en partant du levier et en creusant à la fois sur les compétences et les risques, ça nous permet d'analyser vraiment les projets pour savoir quelle est leur capacité à développer leurs activités et à financer leurs activités. Le même exercice sur les revenus d'activité, où là, on l'a vu un peu plus tôt dans la présentation, ils sont en forte croissance depuis plusieurs années. C'est une dynamique qu'on observe aussi au sein de PIE, une baisse des financements publics et une diversification des ressources financières avec un enjeu d'aller chercher des revenus d'activité. Et là, il y a des vrais enjeux de monter en compétences pour des structures qui n'ont pas forcément dans leur ADN les compétences pour monter une activité qui va générer des ressources propres. Et là encore, les risques aussi pour les juger, c'est essayer de comprendre en quoi cette offre, elle répond à une demande, elle s'inscrit aussi dans un contexte concurrentiel, puisque parfois les acteurs d'intérêt général développent des activités pour développer des ressources propres et rentrent du coup dans le secteur de la concurrence. Donc on doit étudier toutes ces choses-là lorsqu'on reçoit une demande de financement. Et enfin, le dernier levier sur les fonds privés, alors que ce soit auprès de fondations, ou auprès d'organisations ou auprès même de particuliers. Ce qu'on étudie, c'est bien évidemment la stratégie partenariale, la capacité des structures à engager les particuliers et les personnes dans leurs projets, la proposition de valeur. Et tous ces leviers-là font appel à des compétences aussi spécifiques, compréhension des financeurs. Voilà, c'est ce que d'ailleurs était présenté dans la présentation de l'ADMICAL, comment on arrive justement à comprendre les enjeux et les secteurs d'intérêt des entreprises de notre territoire pour aller les voir et leur proposer des choses cohérentes avec notre projet et qui vont embarquer un petit peu ces financeurs avec nous. Donc, c'est un peu dense et varié, mais ça montre vraiment la complexité justement de ces modèles socio-économiques qui font appel vraiment à des compétences
un petit peu 360 degrés avec des interlocuteurs très différents. Donc, il faut savoir parler à chacun de ces interlocuteurs-là. Et bien évidemment, voilà, c'est vraiment une répartition entre ces quatre leviers. Aucun levier n'est exclusif et n'est suffisant, mais c'est vraiment un équilibre à trouver. Ce qui est intéressant de voir aussi dans l'analyse que nous on fait sur les projets de financement, c'est comment la répartition de ces leviers évolue dans le temps. Et on étudie du coup l'activité passée et on étudie l'activité prévisionnelle. En général, c'est sur 3 ans passés et 3 ans prévisionnels. Et il y a des vrais enjeux de transformation, d'hybridation de ces modèles qui sont présentés. Et nous, on doit juger du réalisme des hypothèses qui sont présentées pour pouvoir savoir si on peut financer et comment on va financer les projets. Donc du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'intervention financière que nous, on va proposer à partir de tous les outils qu'on a développés, qu'on continue de développer et qui sont réinventés aussi par les contextes actuels et notamment le contexte de la crise sanitaire qui va voir apparaître de nouveaux outils de financement, je pense. C'est comment on utilise cet éventail d'outils et on le calibre en fonction des besoins et du réalisme du prévisionnel, des hypothèses qui sont proposées et derrière ces hypothèses, des compétences. Et en fait, naturellement, en complément du financement, il y a toujours un accompagnement à faire pour accompagner ces structures sur justement ces montées en compétences, ce renforcement du modèle socio-économique pour pouvoir accueillir le financement dans les bonnes conditions. Et pour finir, du coup, les 3 types de financement qu'on peut proposer en fonction des modèles, c'est bien évidemment plutôt orienter les projets sur de la subvention lorsque le projet a plutôt vocation à financer de l'innovation sociale, de la recherche, quelque chose qui n'est pas encore pérenne économiquement et qui ne permet pas de rembourser un endettement bancaire. On a également des outils de dette, bien évidemment, et des garanties pour pouvoir financer en dette des projets qui sont déjà capables de générer une capacité d'autofinancement. Des garanties également pour amener avec nous d'autres acteurs bancaires du financement classique, les banques notamment, puisque notre intervention a vocation à faire effet de levier sur d'autres acteurs du financement qui puissent aussi accompagner ces transformations et ces dynamiques d'intérêt général. Et la logique d'investissement pour vraiment accompagner sur le temps long, plutôt en fonds propres, des projets auxquels on croit et qui ont besoin d'un petit peu plus de temps, d'un petit peu plus de capital pour tester ces hypothèses et transformer de manière un peu plus complexe leur modèle. Voilà. Merci Baptiste. Juste un point, merci beaucoup Baptiste, et je voudrais, suite aux questions qui ont été évoquées, notamment sur la question de la requalification fiscale, la question de l'équilibre par rapport au statut d'intérêt général, faire référence à une expérimentation que nous avons menée en commun avec l'ADASI, PIE et le Rameau, justement sur l'accompagnement territorial de ces questions des modèles socio-économiques et de l'équilibre à trouver. Vous retrouverez notamment toute cette question beaucoup plus au cœur du webinaire numéro 3 sur l'accompagnement de la transformation, dont la poursuite de ce que vient de dire Baptiste, qui est vraiment structurant et très complémentaire à ce qu'il vient juste de dire. Et je voudrais juste faire une remarque de nature globale, c'est-à-dire que effectivement, il est important à la fois de regarder les chiffres en absolu et en relatif, comme je le disais tout à l'heure, parce que si le secteur associatif, qui pesait 70 milliards d'euros en 2006, avait un pourcentage, enfin avait moins de 50% de son budget global qui était au niveau du revenu d'activité, donc on était bien dans un secteur qui était majoritairement d'intérêt général, globalement aujourd'hui, avec 66% de revenus d'activité sur les 113 milliards, on voit bien qu'effectivement, le secteur a majoritairement basculé vers un secteur d'utilité sociale. Or, et là, on vous invite vraiment à revoir ce que nous nous sommes dit au webinaire 3, les modèles socio-économiques d'intérêt général et les modèles socio-économiques d'utilité sociale ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas les mêmes avantages fiscaux, n'ont pas les mêmes capacités à mobiliser ou non des bénévoles. Et donc, il est absolument essentiel
de bien faire des analyses de type de ce que Baptiste vient de nous présenter, qui sont au cœur finalement de l'accompagnement territorial que les DLA et les fonds territoriaux de France Active et l'Initiative France peuvent pouvoir aider à faire, parce que effectivement, bien qualifier son modèle économique, c'est vraiment être certain de ne pas se trouver malgré soi dans une situation où on est en complètement porte-à-faux entre l'activité que l'on pose, le modèle économique et le cadre juridique et fiscal dans lequel tout ça s'inscrit. Je vous invite aussi, non pas au webinaire prochain, mais à celui d'après, celui d'avril, où on retraitera avec nos amis d'ISBL et notamment avec Maître Colin Amblard, vraiment cette question structurelle du lien entre juridique et modèle économique, puisque c'est un enjeu majeur. Et donc, je redis, il est quand même très important de redire que en 2006, à 70 milliards d'euros, le secteur était majoritairement d'intérêt général, les revenus d'activité étaient inférieurs à 50%. Aujourd'hui, avec un secteur qui pèse 113 milliards, mais à 66% de revenus d'activité, on voit bien qu'on a basculé. Donc, c'est vraiment important d'avoir cela en tête. Non pas d'ailleurs que les modèles socio-économiques d'intérêt général seraient meilleurs ou moins bons que ceux d'utilité sociale, simplement ils ne sont pas du tout associés ni au même type de projet, ni au même type de financement, ni au même type de pérennisation. Et donc il est absolument essentiel de bien pouvoir qualifier cela, et encore une fois, nous ne pouvons que vous inviter à vous rapporter pour prolonger ce que vient de nous dire Baptiste dans le webinaire 3 qui abordait très largement ce sujet-là. Merci Charles Benoît. Et donc, avant de passer à toutes les questions qui sont posées, je vous propose d'écouter Marielle Delhomme, qui est responsable du Fonds d'innovation AG2R La Mondiale et qui est également chef de file le Fonds I, qui va nous expliquer comment les investisseurs sociétaux se mobilisent et qui va illustrer ce qu'est le Fonds I. Marielle, c'est à toi. Alors, vous dire déjà, au titre d'AG2R La Mondiale, ce que représente cette grande entreprise. En l'occurrence, c'est un groupe de protection sociale et qui a la gestion de fonds sociaux, de la retraite complémentaire et de la prévoyance. On pèse de ce fait 25% de la gestion retraite complémentaire en France, et donc on gère ce quart de dotation de l'action sociale. Dans les années 2010, après avoir historiquement en fait soutenu via des subventions de manière assez classique en fait des associations pour qu'elles puissent développer leurs projets, on s'est interrogé et très inspiré par les travaux du Rameau sur une nouvelle manière en fait de soutenir ce secteur d'activité, à savoir que on avait à l'époque à peu près 600 associations annuellement soutenues sur toute la France. Donc, c'était quand même un portefeuille important, et on faisait des subventions, on va dire, annuelles, qui étaient remises en question potentiellement chaque année. Alors, début 2010, l'idée de lancer un fonds d'innovation pour expérimenter une nouvelle manière finalement de soutenir ce secteur. Et on arrive directement, et c'est la magie d'arriver aujourd'hui à faire une photo sur les enseignements de ce fonds d'innovation, donc à vertu expérimentale. Ce que nous avions expérimenté et que nous avons finalement constaté, c'est que les leviers imaginés dès le départ ont vraiment eu beaucoup d'effets. Donc, on apportait un soutien financier significatif. Déjà, on passait dans du pluriannuel, avec bien sûr un temps d'évaluation avant pour détecter en fait les partenaires associatifs qui allaient pouvoir bénéficier de ce nouveau mode de soutien de notre part. Et on a apporté, chemin faisant, pas mal d'innovations dans ces soutiens proposés, puisqu'au départ, on pensait faire que de la subvention, et puis on a vu que certains de nos partenaires méritaient plus. Donc, on a pu expérimenter le prêt et même de la prise de capital dans des foncières, ce qui a été pour nous aussi riche d'enseignements pour structurer tout ça.
il y avait un pilier important, c'était de sécuriser finalement tout le travail qui était fait avec ces partenaires, avec un accompagnement stratégique. Et comme ça a été déjà de nombreuses fois dit, quand vous mettez le doigt en fait sur l'analyse ou le diagnostic du développement stratégique de votre partenaire, et tout de suite vous tirez le fil pour arriver aux questions du modèle socio-économique. Et donc on a pu rentrer réellement dans c'est quoi votre route et avec quels moyens vous allez la faire grâce à un travail confié à des experts, des cabinets conseils notamment, mais autres partenaires type France Active qui ont aussi travaillé sur ce projet-là sur toutes les questions notamment de projection de modèles économiques. On avait prévu de mobiliser nos réseaux ou des compétences internes. Ça a été plus ou moins possible et fait en fonction des partenaires avec qui on a cheminé. Et puis, dès le départ, penser à l'évaluation du projet, de son impact social. Cette idée importante de pousser en fait nos partenaires à penser la pérennité de leur modèle économique dès le départ, c'était réellement pour nous qui étions dans un temps exploratoire, en fait, les obliger, et c'était le discours qu'on tenait finalement, à travailler la sortie de partenariat avec un groupe de protection sociale comme AG2R La Mondiale. Et ça, c'était important de savoir que quand on travaille dans cette idée-là, on a quand même mis 32 millions, et comme je vous ai mis un lien pour ceux qui voudront en savoir un peu plus sur les chiffres clés, vous pourrez voir la vidéo, elle dure 2 minutes. Il y avait vraiment notre volonté de ne pas rester dans le schéma précédent, qui était une forme de perfusion, remise en question chaque année. Donc ce travail de conviction, de pousser en fait nos partenaires à travailler sur leur modèle économique pour que après une forte phase d'investissement, ils puissent être en capacité finalement d'avancer autrement, et ça a été un guide tout au long de cette expérience. On a été, comme je vous le disais, fortement inspiré et collaboré avec les travaux que faisait le Rameau sur l'innovation sociétale. Je crois qu'on a pu, via tout ce retour d'expérience, irriguer et permettre beaucoup de retours d'expérience sur les 27 partenaires avec lesquels nous avons travaillé. Pour les aider à grandir et à changer d'échelle pour la plupart. Donc de très très belles réussites évidemment. Et ça s'appuyait sur ce triptyque de penser, se projeter sur sa capacité stratégique à se développer, penser son modèle économique et prévoir une évaluation pertinente. On a ensemble réalisé un guide. Il est accessible en ligne. Là aussi, vous avez le lien. Il existe en exemplaire papier pour ceux qui le voudraient. Pourquoi pas? Moi, j'en ai des stocks. Vous faites passer vos adresses postales et avec plaisir, on vous offrira ce livre qui fait quand même 120 pages, si vous voulez en savoir plus. 10 ans de cheminement, nous y voilà. On a beaucoup appris, en tout cas chez AG2R, de cette expérience du fonds d'innovation. Aujourd'hui, on cherche à la suite, mais on arrive en tout début, enfin juste avant les années 2020, à se dire, mais en fait, on croise d'autres grands financeurs comme nous qui finalement font un chemin qui converge. Donc, il est peut-être temps de jouer collectif. Et émerge dans nos croisements d'intuition, d'idées et la volonté aussi que chacun de ces 6 acteurs que vous voyez avait de créer un fonds d'ingénierie dédié à l'accompagnement de projets à fort impact social. On a tous capitalisé sur nos expériences respectives en se disant que là, il y avait quand même un levier puissant pour aider les structures et tout type de structures, mais qui ont une utilité sociale avérée à être accompagnés en fait dans des moments où c'est compliqué pour eux parce qu'ils sont en train de déployer leur activité et qu'ils ont des besoins multiples.
à éclairer et donc être accompagnés pour pérenniser, sécuriser en fait leur projet. On sent que c'est un besoin vital pour eux d'investir en fait dans ce temps-là pour pouvoir grandir. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a des puissances publiques et des philanthropiques ou entreprises, mais également un laboratoire d'innovation sociétale comme l'Oramo qui se réunissent pour créer, comme vous le voyez au centre, ce fonds I qui aujourd'hui est baptisé d'un premier logo. Ce fonds I, pour vous en dire un peu plus quand même par rapport à son ambition, donc, comme je l'ai dit, il est surtout un projet collectif avant d'être un dispositif d'accompagnement qui commence à être mis à disposition des acteurs. Et l'objectif est de proposer une solution pour être dans une dynamique de transformation des différents acteurs en fait qui portent des projets d'utilité sociale. Donc plusieurs investisseurs aujourd'hui, une configuration multi-projet potentiellement possible pour ceux qui pourront être accompagnés par ce fonds et des dimensions d'accompagnement variées ou en tout cas complémentaires qui pourront être articulées dans le cadre de ce fonds d'ingénierie. L'innovation dans ce fonds d'ingénierie, elle est essentiellement sur la proposition d'offres qui est là, non, j'ai pas passé la diapo qui va bien, pardon, de proposer une solution inédite de financement qui porte sur le concept d'avance remboursable pour le porteur de projet. C'est dans un temps de cheminement qui nous semble aujourd'hui suffisamment mature pour que les porteurs de projets aient conscience qu'en fait, ils ont à s'investir aussi pour bénéficier finalement d'apports d'expertise pour développer leur projet. Donc, l'avance remboursable, c'est la possibilité pour eux, au moment où ils ont besoin finalement d'activer ce levier d'être accompagnés, de pouvoir bénéficier de la confiance d'investisseurs qui vont les sélectionner, leur permettre d'avoir l'argent, la somme finalement, qui leur permettra d'engager ces travaux-là et dans le temps qui se négociera, de pouvoir s'engager parce qu'ils auront atteint leurs objectifs finalement à pouvoir rembourser ce fonds d'ingénierie qui, lui-même réabondé, permettra à d'autres de pouvoir également bénéficier de cette opportunité finalement de financer son propre accompagnement. Voilà, donc c'est important de zoomer finalement sur cette innovation financière que propose ce fonds d'ingénierie. C'est pas un fonds d'accompagnement en plus et on a beaucoup travaillé évidemment sur nos différenciations pour ne pas proposer finalement quelque chose qui existerait déjà. Ce sont vraiment les projets d'impact les plus matures qui sont en phase de déploiement, qui sont ciblés, qui doivent faire évoluer leur modèle économique, qui ont la capacité finalement à demain pouvoir rembourser le prix finalement et le coût de l'accompagnement qui leur aura permis d'avancer dans leur projet. Voilà, je vous aurais mis de la documentation donc dans les liens et bien sûr pour en savoir plus, je pense qu'avec le temps de questions-réponses, on peut préciser les choses. Merci Marielle. Alors sache qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui veulent que tu lui envoies le guide. Hein. Donc tu as toute la liste dans le fil des questions. Alors justement, ces questions, il y en a un certain nombre d'abord sur le mécénat peut-être avec Marion. J'avais commencé à identifier, est-ce qu'il y a de nouvelles thématiques
sur le mécénat. Je crois que vous aviez essayé de répondre, mais que votre réponse n'a pas été visible. Oui, j'ai essayé de répondre en direct, mais du coup, je n'ai pas réussi. Alors, les thématiques, évidemment, là, c'est plutôt le social et la santé qui sont un peu prisés par les mécènes. Donc, on a fait une étude au sorti du premier confinement en juin 2020, justement, une étude qui était beaucoup plus petite, c'est centrée sur nos adhérents qui sont plutôt des grandes entreprises. Et donc, on les a interrogés sur comment elles avaient réagi pendant la crise. Donc là, on a vu qu'elles ont plutôt continué à soutenir leurs bénéficiaires traditionnels et elles ont débloqué des fonds d'urgence surtout pour agir dans le secteur de la santé et du sanitaire et social. Donc voilà, c'était ça un peu ce qui ressortait. Maintenant, sur le long terme, on a du mal à voir un peu ce que ça va donner. A priori, les entreprises mécènes qui nous disent qu'elles vont continuer à soutenir les bénéficiaires traditionnels, c'est-à-dire une entreprise qui soutenait traditionnellement la culture, le sport, l'environnement, va continuer à agir dans ces domaines-là. Mais s'ils le peuvent, ils ont plutôt décidé de débloquer des fonds supplémentaires pour l'urgence qui était donc la santé et la solidarité à ce moment-là. Voilà, là pour l'instant, on n'a pas encore assez de visibilité pour savoir un peu ce que ça va donner, mais en tout cas, les mécènes nous disent qu'ils sont en réflexion pour faire évoluer leurs axes de soutien. Alors, toujours une autre question pour vous sur le dépassement temporaire des seuils. Est-ce qu'on a un peu plus de visibilité là-dessus? On n'a pas encore de visibilité là-dessus. Notre responsable des affaires publiques est en lien très régulier avec Olivia Grégoire, Sarah El Haïry, Cathy Racombouzon sur ces questions-là. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui a encore été tranché et on continue de discuter avec eux pour. En tout cas, ils sont bien au courant de ce souci-là et on est en dialogue avec eux. Et est-ce que vous avez quelques précisions sur l'évolution des contreparties souhaitées? Est-ce qu'il y a des chiffres qui commencent à apparaître sur ces contreparties, sur l'évolution de ces contreparties, pardon? Non, les contreparties, on n'a pas trop de retours sur l'évolution des contreparties. En général, de toute façon, les entreprises mécènes, quand elles soutiennent un projet d'intérêt général à travers du mécénat, c'est rarement pour les contreparties qu'elles y vont. C'est vraiment d'abord parce qu'il y a eu un vrai intérêt pour le projet. Ce qu'on constate, par contre, c'est qu'il y a un peu une évolution dans la façon de faire du mécénat, parce que les mécènes, parfois, étaient plutôt frileux à soutenir les besoins structurels des associations. Des salaires ou des investissements. Ils allaient vraiment sur des projets spécifiques. Et donc là, on voit que ça évolue parce qu'ils ont compris pour qu'une association ou une structure puisse continuer à bien faire sa mission, il fallait aussi les aider sur des besoins un peu structurels. Donc ça, c'est un constat que l'on fait. Un constat aussi, j'ai vu qu'il y avait des questions sur l'évaluation et l'impact. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mécènes qui sont de plus en plus désireux de savoir un peu quels sont leurs impacts. Et donc, ils ont tendance à demander de plus en plus aux structures qui soutiennent comment ils utilisent les fonds. C'est plutôt très bien. Hein, ça montre que les mécènes sont de plus en plus impliqués. On leur dit quand même de faire attention à pas demander trop aux structures qui les soutiennent, parce que c'est vrai que ça peut devenir très très chronophage de faire toute cette évaluation et cet impact. Mais c'est vrai que ça se professionnalise de plus en plus. À la fois les associations et les mécènes font des indicateurs, des tableaux de suivi pour mieux comprendre l'impact de leur mécénat sur les causes qu'elles soutiennent. Alors, juste avant de parler justement de ces mesures d'impact, parce qu'il y a une question plus globale, est-ce qu'il y a pu y avoir une mesure sur l'impact du Covid, à la fois d'un côté sur l'engagement des entreprises et en même temps sur les besoins des populations qui sont accompagnées? Est-ce qu'on a un comparatif là-dessus ou pas encore? Pas encore. Nous, à part cette étude qu'on a fait un peu à chaud en juin 2020, on n'a pas pu vraiment faire d'études plus pointues. Donc, les besoins, évidemment, on les a sentis très, très forts sur la santé et le sanitaire et l'engagement des mécènes. Voilà, on a senti qu'il y avait un effet déclencheur du Covid, dans le sens où certaines entreprises ont eu tout de suite envie d'agir, même si d'habitude elles le faisaient pas elles faisaient pas de mécénat. Elles l'ont fait à travers du mécénat de compétences, du mécénat en nature, tout ce qu'elles pouvaient débloquer pour agir, elles l'ont fait assez facilement. Et puis ces grandes entreprises qui ont continué à agir et qui ont même débloqué des fonds supplémentaires, c'est un peu ça notre constat pour l'instant. Alors, il y a une question un peu plus globale sur la mesure d'impact, l'évaluation des projets. Est-ce que c'est un must-have pour
finalement bénéficier de financements publics et ou privés. Donc là, ça concerne peut-être Marion, si vous avez des retours, mais également Marielle, en tant qu'investisseur sociétal et Baptiste, bien sûr. Est-ce que, voilà, quelles sont vos convictions sur le sujet? Alors, Marielle, peut-être, ouais. Marion, enfin, qui prend la parole? Allez-y, Marielle. Alors, l'évaluation, elle est posée comme prérequis d'un investissement presque. Enfin, aujourd'hui, en tout cas en 2020, 2021, je crois que c'est bien compris. Les investisseurs ont besoin de savoir, en fait, si finalement l'apport, quel qu'il soit, hein, en subvention, enfin en financement ou finalement en énergie aussi, parce que quand on travaille sur un partenariat, on y met du temps. Qu'est-ce que ça donne au final? Qu'est-ce que ça donne? Donc, l'évaluation de la relation partenariale, l'évaluation de ce que produit finalement le projet du partenaire et son impact, c'est pas facile. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que avec certains sujets, notamment sur l'emploi, on avait peut-être plus facilement la possibilité de mesurer l'impact des actions. Pour d'autres thématiques, je pense aux aidants notamment, tout ce qui est santé, évidemment, comme vous le savez, c'est compliqué. Mais on avance tous, hein, c'est-à-dire qu'on en a la volonté et on met en œuvre en fait des réflexions, des pratiques, des conseils, des expertises qui nous font aujourd'hui avancer sur ce sujet-là. Voilà, donc c'est long, c'est vrai, ça peut paraître des fois très quantitatif, un peu pauvre là-dessus. On voit qu'il faut tirer beaucoup sur le qualitatif pour avoir des réponses très intéressantes, mais on sait qu'aujourd'hui, je pense tous collectivement, en fait, il faut qu'on travaille ces sujets-là. Peut-être Baptiste ou Marion, vous voulez compléter? Baptiste. Oui, avec plaisir. C'est un sujet qui revient très souvent. Alors nous, d'une part, en tant que financeur, hein, c'est quelque chose aussi qui nous intéresse énormément, et en tant qu'accompagnateur via le dispositif local d'accompagnement également. Nous, ce qu'on essaye de faire via le DLA notamment, c'est plutôt que de définir des indicateurs d'impact qui pourraient permettre de comparer différents projets par rapport à leur impact social. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est impossible. Par contre, de fournir une méthodologie aux projets pour définir au démarrage de leur projet des indicateurs de performance, d'impact social sur mesure, qui vont leur permettre d'être un peu des guidelines dans le développement de leur projet. Ça, c'est quelque chose qu'on fait, et c'est une méthodologie qu'on essaye de développer. Et je pense qu'il y a un vrai travail aussi d'échange avec les financeurs. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on a eu notre comité de pilotage au sein du DLA de Paris avec les financeurs, et cette question de l'impact, elle a été très importante pour les différents financeurs du dispositif qui aimeraient justement qu'on développe cet accompagnement-là sur des méthodologies pour que chaque projet puisse définir sur mesure quels indicateurs ils vont prendre en compte pour mesurer leur impact social. Mais encore une fois, ces indicateurs sont vraiment sur mesure. À mon avis, avoir des indicateurs qui permettent de comparer l'impact social de tel et tel projet, c'est assez compliqué. Avoir une méthodologie commune pour pouvoir définir des indicateurs sur mesure en fonction de chaque projet, c'est beaucoup plus réaliste, et c'est ce sur quoi on essaye de travailler avec le DLA. Merci Baptiste. Marion? Oui, nous, on se rend compte qu'en effet, il y a de plus en plus de mécènes qui demandent des indicateurs de performance aux associations, et parfois, elles le prennent en compte ils financent eux-mêmes ce dispositif d'évaluation par des cabinets externes, mais du coup, voilà, ils soutiennent financièrement, et dans cette enveloppe financière, ils prennent en compte l'évaluation d'impact pour pas que ça repose essentiellement sur la structure associative, parce que ça serait très lourd pour elle de faire ces reportings. Mais voilà, ils passent parfois par un cabinet externe, et ça peut être une façon intéressante de faire cette mesure d'impact. Merci à vous. Baptiste, il y a une question dans le fil, je te laisserai y répondre sur les projets que vous soutenez, si c'est que francilien ou s'ils peuvent avoir une dimension européenne.
Le temps passant, je propose de continuer, Charles Benoît. Oui, juste un mot pour, dans la continuité de ce que disait Marielle sur les travaux de recherche sur le processus d'innovation sociétale. Vous savez que ça a été au cœur, et c'est encore au cœur des travaux de recherche du Rameau, avec la co-construction territoriale et le déploiement des innovations sociétales. C'est vraiment deux piliers très importants sur lesquels, bien évidemment, la question des modèles socio-économiques et leur hybridation est au cœur des débats. Et dans ces travaux de recherche, finalement, sur le processus d'innovation sociétale, on voit bien que le modèle socio-économique des projets d'innovation évolue au cours du temps. Et on sait assez bien répondre aux modèles R&D, aux modèles expérimentaux. On sait assez bien répondre après leur industrialisation dans les modèles opérateurs. Il y a vraiment une zone grise entre les deux qui est de la preuve de concept à la capacité de déploiement à très grande échelle. Et quand je dis très grande échelle, je prends l'exemple d'Unicité, c'est lorsque Unicité, fort de 1900 jeunes en service civique, permet en 2010 la loi sur le service civique qui fera en sorte que 3 ans après, on sera déjà à 85 000 jeunes et on est à plus de 150 000 aujourd'hui. Donc on voit bien que finalement la zone grise entre les deux, c'est comment on passe de la preuve de concept, j'ai fait une expérimentation, elle fonctionne bien, à comment est-ce que l'écosystème dans son ensemble va pouvoir se saisir de cette dimension-là. Et là, il y a à la fois une très grande différence d'évaluation, on vient d'en parler, et quelque part, finalement, on passe de formes d'évaluation qui sont de se compter, raconter ce qu'on a fait, à pouvoir compter, mais aussi dans le modèle économique avec 3 questions importantes dans cette zone grise. D'abord, quels sont les outils financiers adaptés à cette phase de mi-chemin? Et là, c'est là où tous les travaux qui ont été menés sur le modèle d'investisseur sociétal, qui est à la fois l'aboutissement d'une démarche philanthropique et le début ou l'amorçage d'une autre forme d'investissement qui est plutôt classique dans l'investissement des projets économiques. Il y a vraiment une hybridation à ce niveau-là qui se fait. Le deuxième point, mais je ne vais pas le renforcer puisque Maria l'a très bien décrit, notamment avec le fonds I, c'est l'accompagnement stratégique au changement d'échelle. Et le troisième point, on l'a aussi évoqué au cours de notre webinaire, c'est la question de la situation juridique du projet, voire des partenariats. Et là, il y a un point absolument essentiel, c'est que effectivement, jusqu'à très récemment, la question de ces alliances stratégiques d'intérêt général était vraiment sans cadre juridique. Alors, on a une bonne nouvelle depuis la semaine dernière, c'est que on n'a pas encore le cadre juridique, mais il y a au moins la proposition de loi d'expérimentation d'un cadre juridique, d'un droit d'alliance d'intérêt général qui vient d'être déposé par la députée Cathy Racombouzon dans le cadre de la feuille de route ministérielle que nous avons copilotée avec elle sur l'accélération des alliances stratégiques en France. Et j'attire votre attention sur la sensibilité de ces cadres juridiques et fiscaux qui sont extrêmement importants lorsque le projet d'innovation finalement évolue, lorsque la structure évolue, et elle peut passer à un moment d'une structure d'intérêt général à une structure d'utilité sociale, où elle peut décider de rester une structure d'intérêt général et de transmettre la dimension économique à d'autres acteurs. C'est vraiment un élément essentiel. Le point suivant, c'est de dire que de ce fait, bien évidemment, les investisseurs sociétaux ont une capacité d'intervenir à la fois en financement, en accompagnement et en évaluation de façon adaptée à ces différentes étapes parce que là encore, on ne va pas intervenir de la même façon selon la phase de ce projet d'innovation et vous avez été nombreux à réclamer le guide en papier pierre, vous allez voir, c'est un vrai guide, hein, en papier pierre durable de l'investisseur sociétal en action que nous avons fait avec nos amis AG2A Mondial. Il est aussi disponible en numérique pour ceux qui ont moins envie d'alourdir leur boîte aux lettres, mais nous vous conseillons de le recevoir parce que ça fait travailler nos amis du groupe La Poste. Et il faut absolument, bien évidemment, que cette réalité de poste continue à fonctionner encore mieux demain qu'aujourd'hui parce que nous continuons à utiliser ces services. Dernier point, après cette pointe d'humour, les pratiques des investisseurs sociétaux, à la fois qui sont-ils et quelles sont leurs cartographies de pratiques en termes d'évaluation, de modèles de financement et d'accompagnement ont été modélisés dans le cadre des travaux que nous menons
avec nos amis de la Caisse des dépôts dans le cercle investisseurs sociétaux. Il y a une vingtaine de monographies qui ont été réalisées, une cartographie des pratiques financières d'accompagnement et d'évaluation de ces membres investisseurs sociétaux. C'est très intéressant à les regarder parce que, bien évidemment, chacun n'a pas la même pratique et c'est cette diversité des pratiques qui est intéressante, sachant que dans ce cercle, il y a à la fois des acteurs publics, il y a à la fois des acteurs philanthropes, des fondations, il y a à la fois des acteurs d'entreprise, il y a à la fois des acteurs financiers et de la finance solidaire. Bien évidemment, chacun de ces investisseurs n'ont pas les mêmes pratiques, n'ont pas les mêmes démarches et il est très important d'aller voir finalement la complémentarité de ce que les uns et les autres peuvent développer, d'où l'importance, encore une fois, d'avoir une culture commune sur les questions de modèles socio-économiques, puisque derrière cela, il y a une diversité de partenaires publics et privés qui peuvent répondre à ces projets et ces acteurs d'intérêt général pour faciliter l'équilibre de leur maison. Élodie, quelles sont les suites de nos travaux? Merci Charles Benoît. Alors, pour terminer, on vous propose donc de revenir sur le contenu du programme en rappelant les 3 objectifs du programme Reconnaissance des modèles socio-économiques. On en a un petit peu évoqué ça en introduction. De rappeler que l'objectif premier, c'est déjà de partager une culture commune et des concepts clés en lien avec les modèles socio-économiques, un besoin, une nécessité de comprendre leur diversité et les différents leviers d'action. C'est du coup aussi de pouvoir se repérer parmi la diversité des modèles économiques pour bien comprendre ceux avec qui on peut être en complémentarité, donc avec lesquels on peut travailler et coopérer. Et puis, troisième objectif, c'est de pouvoir apprendre à piloter cette complexité, parce qu'encore une fois, réfléchir à l'équilibre de la maison, au modèle socio-économique, sachant que tout est en mouvement, ça peut être complexe, et donc il s'agit bien de piloter cette complexité. Donc, 3 objectifs complémentaires. Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général? Il y a 5 volets. Le premier, c'est ce qui est l'actualité d'aujourd'hui, puisqu'on anime chaque mois, vous l'avez bien compris, un cycle de webinaires, donc pour partager la connaissance. Deuxième point, c'est de pouvoir assurer une information régulière et diversifiée par de l'information et notamment grâce aussi à nos partenaires du programme. C'est pouvoir s'assurer également que le savoir-faire d'accompagnement des modèles socio-économiques puisse être transmis à des acteurs de référence. Quatrième point, c'est que la recherche académique, on souhaite vraiment accélérer ce sujet, impliquer encore plus les acteurs académiques sur les modèles socio-économiques, notamment d'intérêt général, et en l'occurrence, le RAMO a un partenariat avec l'Institut français du monde associatif, donc ça va nous permettre de développer ces sujets de recherche. Et puis, autre sujet qui est aussi très important pour nous et qui a été abordé lors du 2e webinaire, c'est la montée en compétences. Et donc là, le RAMO développe un partenariat très fort avec l'Association française des fonds et fundraisers pour construire un module de formation sur ces modèles socio-économiques. Donc, 5 volets qui constituent ce programme. Ce qu'on vous dit également, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles toujours en open source pour mieux appréhender l'ensemble de ces sujets. Déjà, de comprendre le contenu du programme, et là, vous avez une vidéo qui vous présente le détail de ce programme. Des outils pour se repérer, à la fois, bien sûr, le référentiel modèle socio-économique d'intérêt général qui a été publié avec Juris Association, mais bien sûr, la vidéo qui a été présentée en teasing en introduction qui vous explique le pourquoi, comment de ces modèles socio-économiques, et ensuite un certain nombre d'outils qui vous permettent d'agir. Donc ça peut être du savoir, ça peut être de la méthodologie, enfin un certain nombre d'outils qui ont été issus d'une décennie d'expérimentation et qui ont été capitalisés. Donc tout ça c'est accessible bien sûr en open source. Et puis enfin, pour terminer, on vous donne rendez-vous le 18 mars prochain, donc toujours aux mêmes horaires, 13h, 14h30, et là on abordera le dernier pilier du modèle socio-économique qui est les partenariats, enfin les alliances stratégiques, la diversité des alliances stratégiques, et ça finira finalement le triptyque de ce début d'année, puisqu'on aura vu à la fois les richesses humaines, les leviers financiers aujourd'hui et les alliances. Donc, on aura terminé cette deuxième thématique hybride d'un modèle socio-économique, et ça nous permettra d'engager la suite au printemps avec conduire le changement à l'œuvre, et ensuite en deuxième partie d'année, à partir du mois de juillet jusqu'en octobre, sur comment on incarne et on valorise son modèle, avec également plein d'acteurs et de témoins complémentaires. Donc, on vous remercie tous pour toutes les questions qui ont été posées. Et bien sûr, merci à nos 4 partenaires d'aujourd'hui qui ont été passionnants. Et on vous dit tous très bonne journée, très bon week-end, très bonne fin de semaine. Et surtout, à la prochaine fois, c'est-à-dire le 18 mars prochain. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Bon courage à tous. Merci, au revoir. Au revoir, Baptiste.